Donc la suite de l'examen vestibulaire va nécessiter l'usage d'une vidéonystagmoscopie, c'est-à-dire d'un masque de vidéoscopie qui va permettre de visualiser un éventuel nystagmus spontané, tête droite ou présent au changement de position ou positionnel, ou une asymétrie vestibulaire lors des épreuves cinétiques, voire d'un nystagmus post-dynamique provoqué après un head shaking test, que nous allons reprendre en détail maintenant. On peut y associer également des tests de verticale visuelle subjective permettant de voir, d'évaluer en fait le système autolytique. Donc cette vidéoscopie peut être associée à des logiciels de mesure de nystagmus qui vont permettre, indépendamment du visuel, de pouvoir mesurer et quantifier l'importance d'un nystagmus grâce à un petit soft qui permet de mesurer les vitesses de phase lente de nystagmus et donc de pouvoir échanger avec l'ORL sur des bases communes. Alors, la recherche de ce nystagmus spontané s'effectue dans l'obscurité totale, masque fermé, où on attend l'amortissement de toute stimulation antérieure, c'est-à-dire que si on l'effectue sur un fauteuil rotatoire, on attend que le patient soit assis depuis un petit moment pour éviter de déclencher un nystagmus qui serait post-dynamique après son installation au fauteuil. La tête doit être parfaitement immobile et l'observation de ce nystagmus sera l'expression en fait de l'asymétrie entre les deux capteurs vestibulaires et un produit de l'interaction visio-vestibulaire, et elle est d'origine périphérique. Ou bien l'expression de la souffrance d'une structure neurologique, et à ce moment-là, elle sera d'origine centrale. Donc voici un nystagmus spontané, observé donc sous vidéoscopie dans l'obscurité totale. Et vous pouvez voir que ce nystagmus a sa phase rapide dirigée vers la gauche. Donc on est en présence d'un nystagmus spontané gauche dans le regard médian. Alors l'ensemble des nystagmus, quand on enregistre un nystagmus spontané, par exemple, on peut l'enregistrer durant un certain temps, et c'est une suite de nystagmus qui vont permettre de calculer ce qu'on appelle la cumulée, c'est-à-dire la sommation des vitesses des phases lentes de tous ces nystagmus qui va permettre de construire cette cumulée qui est la somme en fait de toutes les phases lentes des nystagmus qu'on aura désaccadées, comme vous le voyez sur l'écran. On a conservé en fait que les phases lentes vertes de cette série de nystagmi, et pour obtenir une seule courbe qui va indiquer en fait la prépondérance directionnelle, donc le sens de l'ensemble des phases lentes, et donner le côté le plus fort de la balance vestibulaire. Par exemple, sur ce nystagmus droit, on conserve toutes ces phases lentes gauche, on les cumule, on a donc une suite de nystagmus droit qui vont donner des phases lentes gauche et une cumulée qui dérive du haut vers le bas et qui va signer cette prépondérance directionnelle droite, puisque cette somme est dirigée vers le bas, les phases lentes sont dirigées vers la gauche, donc ça correspond à une prépondérance directionnelle nystagmique droite. Donc, un spontané est une prépondérance directionnelle observée en conditions statiques. Alors, comment coter ce nystagmus spontané? On applique ce qu'on appelle la classification d'Alexander, qui permet de donner une cotation à ce nystagmus. Donc un nystagmus est dit de degré 1, de premier degré, lorsqu'il est présent dans le regard orienté dans le sens de la saccade, donc de la phase rapide. Il est de degré 2 quand il est dans le sens de la saccade et en regard médian, et il est de degré 3 quand en plus il est aussi présent quand le regard est orienté dans le sens de la phase lente. Donc maintenant, nous allons observer la manière de coter un nystagmus spontané.
Donc je demande à mon patient, Maxime, de regarder droit devant lui, en première intention, pendant 10 secondes pour observer s'il y a un mouvement anormal de l'œil. Très bien. Deuxième position de l'œil. Tu tournes les yeux à droite. Tu restes à droite 10 secondes sans bouger la tête. Et on s'arrange pour que l'iris, le bord de l'iris ne dépasse pas le canthus externe de l'œil. C'est parfait. Pour ne pas déclencher un stretching des muscles de l'œil qui créerait un nystagmus artificiel. Tu reviens au milieu et maintenant tu vas tourner les yeux côté gauche. Et tu restes à gauche. Très bien. Vous voyez le tracker qui suit le mouvement de la pupille et qui vous permet de voir s'il y a un mouvement anormal de l'œil. Très bien. Tu reviens droit devant dans l'axe. Donc là, il s'agit d'un sujet normal. Sur un sujet pathologique, on va au contraire voir apparaître donc un mouvement anormal de l'œil qui sera côté 1 quand l'œil est tourné du côté de la phase rapide du nystagmus. Imaginons un nystagmus droit. Donc quand le patient regarde du côté droit, on aura ce nystagmus spontané qui apparaît. Si par contre, quand il revient en regard centré ou en regard gauche, il ne se passe rien, le nystagmus est côté 1. Si ce nystagmus spontané droit apparaît dans le regard droit et dans le regard centré, on est en présence d'un nystagmus de degré 2. Et s'il apparaît dans les 3 directions du regard, droite, milieu et gauche, il sera côté degré 3. Ensuite, on peut rechercher également des nystagmus de position, c'est-à-dire révélés par un changement ou une prise de position, mais qui n'est pas forcément lié à un problème otolytique, comme dans les vertiges positionnels paroxystiques bénins, et qui ne justifie pas forcément d'une manœuvre libératrice. Par exemple, les nystagmus de position, ils apparaissent à une prise de position, ils ne s'épuisent pas et ils durent tant que la position est maintenue. Ils peuvent être d'origine centrale ou périphérique, alors que le nystagmus positionnel du VPPB, d'origine otolytique, a des propriétés caractéristiques parce qu'il est lié au déplacement en fait otolytique à l'intérieur du canal, comme des débris qui se déplaceraient au mouvement, et donc il est géotropique, c'est-à-dire qu'il bat lorsque le sujet est couché sur le côté vers la terre ou sur le dos tête tournée. C'est le cas pour le VPPB du canal postérieur qui représente 90% des VPPB. Il s'épuise en conservant la position puisqu'il est dû à cette migration otolytique. Lorsque cette migration est terminée, le nystagmus disparaît. Il passe par un paroxysme parce qu'il va y avoir une accélération du flux, puis une décélération, donc un système crescendo-décrescendo du nystagmus. Et enfin, il s'inverse lorsqu'on rassied le sujet, par exemple, puisqu'il va y avoir un mouvement inverse des débris otolytiques. Donc on voit bien la différence entre ces deux types de nystagmus, de position et positionnel. Juste après l'interrogatoire, il peut être judicieux de vérifier si le patient ne présente pas des nystagmus de position, un vertige de position qui peut être objectivé en le mettant dans la position où il décrit un malaise ou une sensation vertigineuse. Ce vertige de position se différencie d'un vertige positionnel parce qu'il va durer tant que la position est maintenue et uniquement dans cette position et disparaître dès que la position est quittée. Contrairement au vertige positionnel, nous le verrons plus tard, qui lui présente des caractéristiques particulières et correspond à une migration otolytique. Donc si l'on veut rechercher ce nystagmus de position, en fonction de ce que le patient aura dit préalablement, on peut par exemple lui faire baisser la tête pour retrouver un nystagmus tête basse en ouvrant bien les yeux,
Bon, là, nous avons toujours Maxime qui est en pleine forme, donc qui ne présente aucun vertige de position. Ou alors, ça peut être tête haute, à ce moment-là, en levant la tête, par exemple, et voir si ce nystagmus perdure. Également, ça peut être décrit en position couchée, ce qui est intéressant, par exemple, en le couchant sur le coussin à droite, s'il me décrit un vertige dans cette position. Je peux vérifier si le nystagmus apparaît dans cette position, voir s'il dure et si le patient, lui, décrit une gêne précise dans cette position. Donc je te redresse. Voilà pour le nystagmus de position. Ensuite, on s'intéresse à ce qu'on appelle les contre-rotations oculaires ou le head tilt test, qui va concerner tout ce qui est autolytique, saculaire et utriculaire. Vous voyez la position du sacule vertical qui code donc pour les mouvements linéaires verticaux et de l'utricule en arrière plutôt horizontal qui va coder pour les mouvements plutôt horizontaux linéaires. Donc elle va quantifier cette épreuve, la fonction autolytique, par la mesure ou du moins par l'estimation d'un angle de contre-torsion oculaire en réponse à une inclinaison latérale de la tête en statique. Par exemple, la méthode va être d'incliner la tête en 1 à 2 secondes de 40 degrés, de maintenir cette inclinaison quelques secondes et on aura une réponse passive, une réponse post-torsionnelle qui va nous indiquer le fonctionnement purement utriculaire. Donc le post-torsionnel statique est 100% utriculaire, alors que pendant l'inclinaison, il va y avoir une participation canalaire de 70% qui va se surajouter à la réponse autolytique. Alors ce réflexe de contre-torsion, il est en gros sur une amplitude d'inclinaison de 40 degrés. Vous voyez que la contre-torsion est faible. Chez le sujet jeune, elle est de l'ordre de 6 degrés à peine. Et chez l'âgé, elle se réduit à 2 degrés. Donc elle est très difficilement mesurable. Elle est plutôt visible à l'œil nu. Et on va dire qu'elle concerne... la seule chose que vous pouvez noter sur votre compte-rendu, c'est qu'il va y avoir présence ou absence de ces contre-torsions et qu'elles seront symétriques ou asymétriques pour arriver à localiser sur quelle oreille le dysfonctionnement est présent. Alors maintenant, Maxime, je vais te demander de regarder droit devant toi et on va procéder donc à un test qui s'appelle le Head Tilt Test, qui est le seul test du bilan kinésithérapique vestibulaire permettant de tester la fonction autolytique. Donc il s'agit d'incliner ta tête passivement ou activement, les deux sont possibles, sur le côté gauche par exemple, et d'observer éventuellement une contre-torsion oculaire, pas toujours visible parce qu'elle est à peine de 5 à 6 degrés, qui permet de verticaliser en fait l'environnement après l'inclinaison de la tête. Je te redresse la tête. Et cette fois, on va incliner de l'autre côté. Et là, on voit sur toi justement que c'est peu visible. Et on redresse la tête dans l'axe. Donc pendant l'inclinaison, on va être sur à peu près 60% canalaire et 40% utriculaire. Et par contre, la contre-torsion elle-même, après l'arrêt du mouvement, est 100% utriculaire.